Bonjour tout le monde, très content de vous accueillir ce matin avec Marie de Sharpstone. Je te donnerai la parole, Marie, dans quelques secondes. Merci encore d'avoir accepté l'invitation pour ce webinaire. On va laisser chacun des participants, des personnes inscrites se connecter. Bonjour tout le monde. Comme vous le savez, sur Zoom et sur les webinaires Legals, vous pouvez échanger. Le but est de pouvoir poser vos questions, que ce soit Marie sur notamment la partie financière, parce que Sharpstone vous permet de pouvoir lever vos premiers fonds, mais Marie définira et présentera bien mieux que moi ce que vous faites chez Sharpstone. Nous, chez Legals, je vais vous présenter aussi en deux mots pour ceux qui ne connaissent pas. Et avant même de lancer ces petites présentations et introductions, vous savez que vous avez le chat sur lequel vous pouvez échanger avec nous. Vous avez aussi les questions-réponses sur le chat. N'hésitez pas à directement nous poser vos questions. On pourra soit rebondir dessus si c'est pertinent sur le moment où on en parle, soit revenir. On se laisse allez, 10-15 minutes à la fin de notre échange avec Marie pour balayer justement les points que vous souhaitez aborder et approfondir sur ce sujet. Sujet ce matin, lequel est-il? C'est la question de comment bien négocier sa term sheet et notamment avoir un regard sur des clauses sensibles, clauses qui concernent à la fois des aspects financiers sur lesquels Marie pourra donner évidemment son regard et son avis d'experte, et également sur la partie juridique sur laquelle je me permettrai moi de vous donner mon regard d'expert. En me présentant en deux mots, moi je suis Florent, Country Manager France de Seed Legals, avocat de formation. J'ai créé aussi une entreprise avant de lancer le marché français chez Seed Legal. C'était en 2020. On a accompagné plusieurs centaines de startups depuis. On a plusieurs milliers de startups sur Seed Legal au global. Et on a aussi des milliers d'investisseurs qui ont utilisé la plateforme, qui utilisent continuellement pour financer des projets. Parce que chez Seed Legal, qu'est-ce qu'on fait? On permet de pouvoir générer vos documents juridiques, closer vos deals, soit sur la partie financière. Donc, on va permettre de pouvoir créer vos contrats de BSR, par exemple, sur des deals early stage, pour même pour des bridges, également de faire des augmentations de capital, générer un pacte d'associés. Et avant pacte d'associés, c'est quoi? C'est la term sheet, c'est la négociation, c'est ce dont on va parler ce matin, mais également de pouvoir gérer votre table de capitalisation et aussi de partager votre capital avec vos salariés ou vos advisors. Et on vous accompagne tout au long de chacune de ces étapes et de ces opérations un peu techniques, un peu complexes. Et notre but chez Illégal, c'est de le simplifier, le rendre plus accessible, plus rapide, plus efficace. N'hésitez pas si vous avez des questions là-dessus, évidemment. On vous permettra de pouvoir échanger avec nos experts quand vous le voulez. Et l'idée, c'est aussi de pouvoir partager un maximum de contenu et de défricher ces sujets avec des invités et des partenaires comme Marie, côté Sharpstone, sur des sujets comme celui de la lettre d'intention et des aspects notamment financiers sur lesquels on va parler. Salut Marie, merci encore d'être là avec nous ce Et- matin. Hello Florent, hello à tous. Merci de nous inviter pour parler un peu de ce sujet qui est hyper intéressant. Donc pour me présenter rapidement, moi je suis Marie, business scout chez Sharpstone. Sharpstone, en fait, on est notre activité, notre cœur de métier, c'est d'accompagner les startups dans leur stratégie financière. Donc on va vraiment les accompagner sur l'ensemble des dispositifs non dilutifs. Quand je dis dispositifs non dilutifs, j'inclus à la fois tous les dispositifs fiscaux, les prêts bancaires, les appels à projets, les aides BPI France. Vraiment, l'idée, c'est de vous accompagner sur tous ces sujets et de regarder un peu comment on optimise tous ces montants, comment on construit une roadmap financière claire qui vous permet de supporter tous vos besoins, notamment vos besoins techniques. Il y a maintenant 3 ans, on a créé notre propre fonds d'investissement qui nous permet d'investir parmi nos clients. On investit en pré-seed avec un ticket moyen à 50 000 euros. On peut aller de 20 à 100 000 euros et on a une vingtaine de participations à notre actif. Et vous avez des prix, enfin, des préférences sur, ou c'est complètement agnostique sur les investissements? On est agnostique sur les deux secteurs, que ce soit sur la partie, les deux secteurs, les deux activités, pardon, sur la partie advisory ou la partie invest, capital. Mais effectivement, ce qu'on préfère, nous, c'est d'aller sur des sujets un peu deep tech, bien qu'on regarde tout projet avec de la tech à l'intérieur. Parfait. Et donc, vous avez l'habitude de suivre des projets assez jeunes, early Mm. stage, et des lettres d'intention, justement, de les partager, de les envoyer et de négocier les termes côté donc investisseur et côté fondateur. Justement, l'idée, c'est de vous pouvoir vous donner quelques tips avec ce regard investisseur et notamment ce que Marie a l'habitude de scruter, que ce soit en termes de montant financier, comme bien calibrer le montant, parce que
Aujourd'hui, on a choisi l'angle de la lettre d'intention parce que c'est aussi le document central dans le cadre de la négociation. Ça permet de pouvoir y inscrire les principaux points sur lesquels vous allez discuter, que ce soit des points à la fois sur la partie financière ou à la fois aussi sur la partie de gouvernance, de gestion de la société, parce que la lettre d'intention, qu'est-ce que c'est? Lettre d'intention, c'est une lettre, comme son nom l'indique, ou term sheet. C'est un document qui est non engageant côté investisseur, mais qui va permettre de pouvoir renseigner les principaux points, les principales conditions que vous allez retrouver ensuite dans votre pacte d'associés. Donc, ça comprend évidemment le montant, donc la valorisation, le montant qui va être investi, mais également un certain nombre de clauses juridiques qui peuvent être un peu complexes, dont on va parler également ce matin, que ce soit sur l'encadrement d'un cas de départ des fondateurs, que ce soit sur est-ce qu'il y a un comité stratégique, donc la partie gouvernance. Et ces éléments-là, une fois que vous les avez validé et que vous êtes d'accord sur cette partie, ce qui va engager effectivement l'investisseur qui propose cette lettre d'intention, ce sera la signature des documents définitifs, à savoir le pacte d'associés, les décisions ensuite des associés pour vous, les fondateurs et associés de la société, qui vont émettre avec la société les actions nouvelles auxquelles vont souscrire les investisseurs. Et c'est également souvent aussi des éléments dont on parle quand on parle d'augmentation de capital. Ce dont on parle sous forme de BSAR, si il y a des investissements early stage sous ce format-là. Ça peut aussi prendre une forme de term sheet, mais souvent, les éléments sont partagés avec un document. Je vous montrerai aussi sur Silegas rapidement comment on peut générer la term sheet et ce qu'on retrouve dedans, également sur la partie BSR si on a suffisamment de temps. Mais bref, tout ça pour dire, c'est un document effectivement contractuel qui n'engage pas les investisseurs. Ce qui engage les investisseurs, c'est à la fin, une fois qu'il y a le bulletin de souscription qui sera aussi signé et les virements qui seront faits. Mais tout ça, voilà, qu'est-ce qui est à négocier? Quels sont les points vraiment stratégiques et en tout cas d'attention côté Sharpson? Marie va nous en parler. Et notamment, le premier point sur lequel tu voulais insister, Marie, c'est bien définir son montant, en tout cas le montant qu'on souhaiterait lever. Et donc ça, c'est un point, effectivement, même avant de parler de l'aide d'intention, dans la préparation, que ce soit de son roadshow, côté entrepreneur, c'est un point qu'il faut avoir en tête. Et comment le calibrer? Bah, tu nous en dis plus. C'est exactement ça. Le point, je pense, où il faut être vigilant, c'est la valorisation de son entreprise, qui est un point très délicat sur les stades pré-seed seed. Euh, En fait, aujourd'hui, on voit plein de méthodes qui émergent. Tout le monde, on entend des entrepreneurs qui sont accompagnés avec des méthodes différentes. Euh, mais la réalité, c'est que ça se fait quand même souvent au doigt mouillé. C'est très compliqué aujourd'hui d'avoir une méthode concrète qui fonctionne pour toute startup pour trouver sa valo. Donc, je pense que là où ça peut être intéressant et ce que je préconiserais, c'est vraiment plutôt regarder par rapport à la part de dilution. En fait, la valorisation, c'est de savoir justement la dilution que vous allez accepter, sachant qu'en moyenne sur le marché aujourd'hui, on voit plutôt une dilution entre 15 et 25%. L'idée, c'est que l'entrepreneur reste vraiment à la tête de son entreprise et c'est hyper important, surtout pour les tours d'après. Euh, Vraiment, c'est l'idée de déterminer sa valorisation en pré-seed seed, c'est déjà d'anticiper la suite. Donc, quelle sera la valorisation en série A, notamment, et combien, en fait, il faut se diluer, quelle sera la valorisation derrière ça, pour bien garder, en tant qu'entrepreneur, garder la main et de pas se faire trop diluer, ou derrière, en série A, ça pourrait être vraiment un sujet, s'il y a une dilution trop importante en pré-seed seed. Ça, c'est un point central parce que c'est en lien effectivement avec le montant que vous envisagez de lever. Parce que cette partie dilution, comme tu viens de le dire, donc c'est un lien évidemment avec la valorisation de la société. Parce que comment on définit cette valorisation? Donc, tu l'as dit, il y a différentes approches qui peuvent être utilisées. Pour des sociétés bah, que toi, tu rencontres tous les Mm. jours, parce que vous, comme tu l'as dit dans la présentation côté Sharpstone, c'est vraiment du pré-seed et du seed. Donc, c'est du très early stage. C'est possible que effectivement, la société, bah, elle n'est pas encore de chiffres, elle n'a pas encore de chiffre d'affaires, etc. Par exemple, on pose la question, donc c'est Théo, donc c'est un bon exemple, là, c'est 500K pour 20%, c'est beaucoup dans le contexte actuel. Alors, selon la fourchette que donnait Marie, donc c'est entre 15 et 25, euh, et nous, ce qu'on observe côté C-Legals, euh, c'est c'est complètement acceptable, parce que si on parle de valorisation, ici, avec cet exemple que tu nous donnes, euh, Théodore. Donc là-dessus, c'est OK, combien est cette valorisation
Et à savoir qu'il faut avoir en tête, est-ce que c'est la valorisation pré-monnaie ou post-monnaie. Donc déjà, on rentre sur la partie financière qui est ultra intéressante et qui est complètement dans notre thème de ce matin avec la lettre d'intention. Ça va être indiqué dans la lettre d'intention ce point. Donc là, Marie, tu veux donner l'info? Je peux en parler de manière assez généraliste parce que je connais pas le projet de... C'est Théodore qui a posé une question. Ouais. Je connais pas bien son projet, donc en fait, derrière aussi, faut regarder un peu s'il y a... euh, quel est le niveau de technologie qui se cache derrière? Est-ce qu'il y a déjà des brevets qui sont déposés? Euh, En fait, il y a quand même un aspect, quand je disais au doigt mouillé, c'est un grand mot, c'est il faut quand même regarder qu'est-ce que vous avez fait jusqu'ici et comment on valorise ce qui a été fait. Donc c'est surtout par rapport à ça. Et quand je donnais la fourchette, c'est que même sur des projets peu tech ou pas tech, faut surtout rester dans cette tranche-là. Et pour les projets tech, encore plus. Donc c'est vraiment un titre indicatif. Après, c'est du cas par cas et c'est pour ça que c'est aussi compliqué aussi de trouver une value. C'est que c'est vraiment très spécifique en fonction des projets et de ce qui a été fait par les entrepreneurs jusqu'à cette levée de fonds. Et ça, je trouve que c'est hyper intéressant et je vais te poser un peu de questions Mm. là-dessus, Marie, en utilisant ce cas. Donc, merci pour avoir partagé ça. N'hésitez pas les autres aussi à poser vos questions, comme ça, vous voyez, ça permet de donner des exemples Mm. concrets sur la discussion qu'on a là. Ça donnerait quelle valorisation? Ici, en post-monnaie. En post-monnaie, ça donnerait 2,5 millions. Pourquoi? Parce que 20% contre 500 000 euros, ça veut dire que 100% de la société, ça vaut combien? Bah, ça vaut 5 fois les 20%, donc 5 fois 500 000 euros, on est sur 2,5 millions. Ça, c'est la valeur post-monnaie. C'est la valeur post-monnaie, ça veut dire que ça comprend les 500 000 euros investis par les nouveaux investisseurs. Sauf que ce qu'on observe et ce qu'on voit de manière hyper standard dans les lettres d'intention, ce que vous retrouvez évidemment sur site légal quand vous générez ou créez votre term sheet, c'est une valorisation pré-monnaie. La valorisation pré-monnaie, c'est la valorisation post-monnaie moins les 500 000 euros investis, donc moins le montant investi, ce qui nous donne une valorisation là pré-monnaie de 2 millions d'euros. Sauf que valorisation de 2 millions d'euros, très bien, super. C'est cohérent par rapport à ce qu'on peut observer en termes de dilution et de fourchette. Très bien, c'est ce qu'on vient de se dire avec Marie pour répondre à ta question Théodore. Mais ça, c'est le point dont tu parlais, c'est pour ça que j'y reviens. Ensuite, comment toi, tu peux te dire, ah oui, mais c'est trop, c'est peut-être trop élevé, cette valorisation de 2 millions par rapport à où en es en termes de stade de développement. Qu'est-ce que toi, tu attends? Qu'est-ce que tu aimes bien voir justement, avant même de parler ces 20% contre 500 000 euros, mais qu'est-ce que tu aimes bien voir dans tes critères de sélection en termes de traction? À quel moment ils en sont? Est-ce que ça veut dire déjà générer du chiffre d'affaires, déjà avoir des utilisateurs, déjà avoir une techno? Mm. Bien sûr, ça change des différents projets, mais voilà, je te laisse nous en dire plus. C'est ça. Très concrètement, encore une fois, en fait, ça va dépendre du secteur dans lequel on se trouve. Pour des projets très deep tech, tout ce qui touche à de la biotech, medtech et j'en passe, on peut passer par de la space tech aussi. L'attraction, ça va être compliqué de la mesurer. Sur des prototypes, on est sur une échelle où on va mesurer plutôt ça en TRL. Pour des projets, on va dire plus, on est dans du SaaS, on est dans quelque chose où avec un go-to-market plus faible, là, effectivement, on va vraiment regarder l'aspect traction. Donc, qu'est-ce qu'on va regarder sur cet aspect traction? On va regarder le nombre de clients, on va regarder le chiffre d'affaires qui a déjà été fait. Ça peut être aussi des métriques qui sont autres en fonction des produits, mais voilà, voir si vous avez déjà une communauté, si on est vraiment sur quelque chose, un produit qui se vend ou même un SaaS avec un abonnement, on peut regarder, ça peut être des métriques comme le nombre d'abonnés sur Instagram. J'en passe, mais ça peut être une métrique qui peut être regardée par certains fonds. Donc, c'est vraiment l'attraction, on va essayer de la mesurer au maximum sur un produit qui est déjà commercialisé, ou en tout cas qui va l'être. Euh, et puis après, ce qu'on aime bien regarder, voilà, c'est si on est sur quelque chose de tech, on va regarder si des brevets ont déjà été faits, si on a des indicateurs dans l'écosystème qui nous montrent qu'il y a vraiment un besoin de cette technologie sur le marché. Donc, s'il y a un besoin de la part de clients. Et puis, en fait, après, sans trop grande surprise, en pré-seed, on va regarder vraiment l'équipe. Donc, la complémentarité de l'équipe, on va regarder le parcours des entrepreneurs, on va regarder aussi leur vision, donc où ils veulent aller, comment ils exécutent. Voilà, je pense que c'est vraiment l'élément principal qu'on va regarder en pré-seed sur une levée de fonds, c'est l'équipe, parce qu'on sait que c'est les fondateurs qui vont porter le projet. Et si l'équipe fondatrice n'est pas à même de mener à bien le projet et de faire scaler la boîte, on peut avoir la meilleure techno derrière, ça va être compliqué.
Et si je peux donner un exemple très concret, je vois souvent aussi des projets en deep tech avec des personnes qui sortent de labo. Et là, on va vraiment justement les challenger sur leur euh, capacité à vendre, capacité en fait à être un sales, ce qui est beaucoup plus dur pour eux, même s'ils ont cet aspect très tech et on sent qu'ils connaissent très bien tout le projet. Mais derrière, il faut quand même commercialiser et l'idée, c'est quand même d'avoir un business model qui est rentable à la fin. Et en complément de ça aussi, côté investisseur, parce que là, ce que tu nous dis, Théodore, c'est que vous faites déjà 5K de MRR, vous avez déjà donc un site, vous arrivé à déjà générer du chiffre d'affaires, ce qui est très bien. OK, vos clients sont les cabinets de recrutement. Vous avez, côté utilisateur, donc, et des freelances, 35 nouveaux utilisateurs par jour, c'est une bonne croissance, etc. Donc tout ça, ces métriques sont hyper importantes et permettent de pouvoir justement, essayer de convaincre sur la possibilité que l'investisseur investisse chez vous. Mais l'investisseur, il va regarder aussi, évidemment, la taille de marché, le potentiel. Est-ce qu'il y a des exemples d'exit dans le secteur dans lequel vous êtes? À quel horizon? Est-ce qu'il y a des barrières à l'entrée? Euh, Tous ces éléments-là, évidemment, c'est des choses que vous devez également avoir en tête en vous mettant dans la position qui est celle de Marie côté investisseur. Parce que toi, c'est ce que tu observes. Toi, tu envisages sur, mettons, les 20 participations dans lesquelles vous avez investi côté Sharpstone, c'est de se projeter sur un multiple demain et un potentiel exit. Exactement. Et l'idée, c'est justement de voir. Moi, je me pose toujours la question quand on regarde un investissement, c'est quoi l'exit possible? Est-ce que il va devenir un acteur majeur de son marché parce qu'il y a la place et la capacité de le faire, ou est-ce qu'on envisage plutôt un exit à 5 voire 10 ans? Et dans ce cas-là, ça serait par qui? Est-ce que c'est quelqu'un du marché qui serait en capacité de le racheter plus tard? Mais c'est sûr que la question se pose et il faut l'avoir en tête. Et un investisseur, voilà, il peut être plein de bonnes intentions. L'idée, c'est effectivement faire son multiple à la fin. Et ça reste un investissement, une startup, il faut pas l'oublier. Il y a un côté très capitalistique quand même dans le métier du VC. Donc là, on parle de ces sujets marché, de arriver à convaincre les investisseurs, et limite, on est même au stade avant d'avoir envoyé cette lettre d'intention, parce que la lettre d'intention, elle est envoyée, elle est discutée, vous le savez, hein, je pense, mais en tout cas, je leur précise ici, bah, elle est envoyée après avoir déjà suscité l'intérêt, par exemple, de Marie, et d'avoir réussi à la convaincre sur votre pitch deck, la présentation, l'explication, le fait qu'effectivement, vous ayez une équipe qui est complémentaire, une équipe qui est qualifiée pour pouvoir adresser le marché avec la construction de la solution que vous êtes en train de construire. Et donc, tous ces éléments participent à convaincre l'investisseur et après à se dire, OK, combien vous envisagez de lever? Donc, si on reprend l'exemple qui a été donné de 500 000 euros, ne serait-ce que là, pour mesurer aussi la dilution, donc ça revenait à ce qu'on se disait avec Marie au début sur il faut avoir en tête la valorisation de la société. Donc, dans l'exemple, si c'est 500 000 euros contre 20%, on sait qu'on est à 2 millions d'euros pré-monnaie. Donc, 2,5 millions post-monnaie en comptant les 500 000 euros investis. Très bien. Maintenant, si on se dit, OK, mais même 20%, ça peut sembler être beaucoup, bah, c'est là où comment calibrer le montant dont vous avez besoin. Les 500 000 euros, souvent, et toujours la question qu'on pose à Célégal, et je pense que c'est la même, et d'autant plus côté Sharpstone, c'est, mais est-ce que ça comprend le non dilutif? Est-ce que vous, quand vous définissez votre besoin de financement, vous avez peut-être un besoin global de financement, mettons les 500 000 euros, mais peut-être dans ces 500 000 euros, vous allez chercher en fait 250, la moitié en equity, auprès d'investisseurs privés, et le reste en subvention, en aide, voire potentiellement en prêt. Et je te laisse en dire plus là-dessus, Marie. Effectivement, en fait, Charleston, comme on a cette double activité, en fait, on va vraiment accompagner même des boîtes dans lesquelles on n'investit pas sur ce qu'on appelle un effet de levier, donc comment optimiser sa levée de fonds. Donc, ce qu'il faut pas oublier, c'est que pour aller chercher tout ce qui est de prêts, et notamment en fait BPI, suite à une levée de fonds, c'est vraiment le moment où il faut aller le faire. Donc, c'est le moment où on est riche, où il faut aller chercher de l'argent. Ce qui n'est pas du tout logique en soi, mais c'est comme ça que ça fonctionne aujourd'hui. Euh, donc effectivement, il faut vraiment calibrer et sizer sa levée de fonds, votre besoin global, et après on va regarder combien on peut aller chercher en non dilutif. Je pense que c'est mieux de le faire déjà en, dans un premier temps comme ça, parce que ça va vous permettre derrière de minimiser peut-être le montant que vous allez chercher en levée de fonds. Ce qu'il faut pas oublier, c'est que encore une fois, c'est pas quelque chose qui est instinctif surtout chez les entrepreneurs.
Mais quand vous allez chercher de l'argent en equity, c'est l'argent le plus cher. Je m'explique, c'est en fait, un investisseur va aller chercher un x30 sur la somme qu'il va mettre. Alors qu'un prêt, on va avoir des pourcentages qui sont beaucoup plus faibles. On va tourner autour de 2-5%. Donc, l'idée, c'est vraiment se dire que si vous passez par des prêts, par des aides de BPI France, ça va vous coûter au final beaucoup moins cher que d'aller chercher en equity. Et ça aussi, ça engage beaucoup moins d'aspects, notamment quand vous faites rentrer quelqu'un en capital. Là, je laisserai peut-être un peu plus Florent en parler sur la term sheet. Ça implique beaucoup de clauses qu'on n'a pas forcément sur les prêts. Donc, il faut vraiment penser à l'aspect non dilutif, qui est hyper intéressant et on a un écosystème qui est très riche en France. Donc, il faut vraiment savoir en profiter aussi. Pour vous donner un type d'exemple, chez BPI France, si vous faites une levée à 500, on peut aller chercher 250 en non dilutif, en prêt. Derrière, on peut aller se baquer aussi avec un prêt bancaire. Euh, donc, ça commence à devenir des montants assez importants. Et nous, on a des roadmaps financières qu'on a construites avec des startups où on a des montants qui sont presque du 1 pour 1, autant en levée que en equity qu'en non dilutif. Donc, c'est vraiment un aspect sur lequel il faut se pencher, qu'il faut surtout pas oublier, euh, parce qu'encore une fois, c'est pour moi quelque chose de très important, surtout dans le contexte aujourd'hui où ça peut être compliqué d'aller lever des fonds. Tournez-vous vers le non dilutif. Il y a des solutions de la part de BPI France, de vos banques, avec des prêts qui peuvent être intéressants, des subventions, des appels à projets. Il y a vraiment une richesse de cet écosystème et il faut pas passer à côté. Euh, c'est vraiment, pour moi, c'est la clé de voûte pour bien réussir sa startup. Et on voit qu'il y a clairement une complémentarité évidente entre le dilutif et le non dilutif, la raison pour laquelle notamment Sharpson fait les deux. S'il y a plus de questions, effectivement, Théodore, je t'invite à contacter Sharpson et en discuter plus en détail avec Marie. Et là, vous l'avez compris, l'idée, c'est de se dire, OK, on veut 500 000 euros, comment on va pouvoir allouer côté dilutif et côté non dilutif, sachant que les deux se répondent. Et donc, c'est là où je parle de complémentarité. Et ensuite, qu'est-ce qu'on va retrouver dans l'allée d'intention? Parce que ça revient aussi à ce que tu as dit là, Marie. On est aujourd'hui dans un contexte qui a bien changé depuis 2021, où on est passé dans un paradigme où la croissance a laissé place à plutôt une logique de rentabilité pour les projets, où on vise maintenant plus des projets qui doivent atteindre une rentabilité suffisamment tôt pour ensuite, bien sûr, avoir une indépendance financière. C'est ce que aussi recherchent et aiment bien voir, je pense, les banques sur cette partie-là, plutôt que de la croissance, là où c'est plutôt côté aussi venture capitaliste, mais ça se rejoint sur ces logiques, ce qui est quelque part assez sain, hein, montrer de la rentabilité sur un projet commercial qu'on lance, évidemment. Par exemple, Uber vient cette année de générer son premier EBITDA positif après un lancement en 2013-2014. Donc, vous voyez que ça a mis du temps, mais c'est un exemple justement qui a été celui de prendre le plus de parts de marché. C'est plusieurs milliards, dizaines de milliards qui ont été investis. Je crois que c'est plus de 30 milliards qui ont été investis en tout pour arriver aujourd'hui uniquement à une rentabilité. C'est 325 millions de chiffre d'affaires qui a été, enfin en tout cas pas de chiffre d'affaires, d'EBITDA positif, donc qui a été de bénéfices qui ont été réalisés par Uber, par exemple, cette année. Mais voilà, ça, c'est un exemple. Déjà, si vous y arrivez à construire une société aussi importante et qui tient plus de 10 ans, c'est déjà quand même un beau succès également. Mais bref, toute comparaison gardée. Là où je veux en venir, c'est que c'est hyper important d'avoir cette notion donc dilutif, non dilutif, et aussi comprendre ce qu'attendent les investisseurs. Ça revient à ce que tu disais sur le x30 pour les investisseurs qui investissent dans leur early stage. Évidemment, c'est un multiple assez important. Plus ils investissent tôt, mais bon, évidemment, plus c'est risqué. Donc, potentiellement, le multiple se transforme en un multiple de zéro. Ça, c'est aussi statistiquement ce qui a le plus de chances d'arriver, mais c'est comme ça et c'est le risque qui est pris côté investisseur. Mais pareil, après, côté justement non dilutif, c'est pour ça que la partie non dilutive s'adosse aussi sur le fait que vous ayez déjà réussi à lever des fonds auprès d'investisseurs privés. Et d'où la complémentarité, voire l'interdépendance entre les deux. Je m'arrête là un peu sur ça, sauf si tu veux compléter sur ce point, Marie. Je pense que tu as bien résumé, Florent. Je te laisse Et continuer. donc là, je fais juste effectivement la transition avec la question de la lettre d'intention. Et donc dans cette lettre d'intention, mais qu'est-ce qu'on y retrouve? Je vais vous partager rapidement mon écran pour vous montrer sur ce légal, justement les clauses et la lettre d'intention
qu'on voit ici. Et donc là, typiquement, hop, vous voyez mon écran, je pense. Donc, sur ces légales, vous y retrouvez quoi? Vous y retrouvez, évidemment, vous pouvez gérer votre table de capitalisation. Vous avez la possibilité, donc là, de paramétrer les différents éléments, de partager les accès avec différents utilisateurs. Mais cette partie aussi qui nous intéresse là, c'est la partie financement. Donc, sur cette partie financement, comme je disais, vous avez la possibilité de pouvoir créer des contrats de BSR, hein, si c'est cette logique de financement qui fait sens pour vous. Et si c'est une augmentation de capital, c'est là où vous allez fixer la valorisation. Le BSR, vous l'encadrez généralement, et ce n'est pas l'entrée tout de suite des investisseurs au capital avec le BSR, ils rentreront plus tard. Là où, si vous faites une augmentation de capital, ils vont rentrer tout de suite. Et vous allez donc prévoir un pacte d'associés parce qu'ils rentrent au capital à ce moment-là. Et donc, comme je disais aussi en introduction, avant ce pacte d'associés, vous allez discuter les termes et donc créer votre lettre d'intention. Je vais vous montrer. Là, vous avez la lettre d'intention que vous avez générée et créée sur CDGAS, que vous pouvez ensuite discuter avec vos investisseurs directement sur la plateforme, signer, et ensuite, on digitalise tout le process de la levée de fonds de manière assez rapide et efficace. Et bien sûr, on vous accompagne sur chacune des étapes. Mais là où je voulais en venir, c'est il y a différentes clauses que vous allez retrouver. Vous voyez les termes. Par exemple, des déclarations et garanties, un droit d'audit, droit de préemption, une obligation de sortie conjointe, qu'on appelle drague longue, droit de sortie conjointe proportionnelle, le co-sale. Est-ce qu'il y a une liquidation préférentielle? Est-ce que donc ce sont des actions dites de préférence ou des actions ordinaires qui sont données aux investisseurs? Donc, si c'est une liquidation préférentielle, ce qui est prévu un carve-out, est-ce qu'il y a des transferts libres pour les holdings, l'incessibilité? Ça, c'est hyper important de l'avoir en tête, l'incessibilité, parce que les investisseurs, quand ils investissent dans votre projet, ils demandent souvent à ce que vous, en tant que fondateur, vous preniez l'engagement de ne pas vendre. Donc, de ne pas vendre les actions de la société à n'importe qui. Et donc, d'encadrer ça, sauf exception, ce qu'on appelle la clause de respiration. C'est-à-dire que vous pouvez vendre quand même, par exception, monétiser une petite partie de ce que vous détenez. Est-ce qu'il y a des droits anti-dilution? Est-ce qu'il y a des engagements des fondateurs aussi sur les clauses de non-concurrence, d'exclusivité? Ça, cette clause-là, ce qu'on appelle les clauses de lever, donc de départ, ou encore reverse vesting, c'est une clause centrale à avoir en tête parce que c'est là où aussi les investisseurs vont avoir un regard assez précautionneux en se disant, OK, mais s'il y en a un de vous, les fondateurs, qui s'en va, qu'est-ce qu'on fait des actions que cette personne détienne? Sachant que s'il y a un conflit d'associés et qu'il y a un départ, que ce fondateur arrête, bah, il faut faire en sorte que généralement, il cède ses titres. Pourquoi? Bah parce que si généralement il détient ou elle détient 30 ou 40% du capital et que cette personne arrête, ça va donc tuer la société, le projet, parce qu'elle sera infinançable derrière. Ça pose tout un tas de questions. Et évidemment, quand on est à un stade jeune de pré-seed ou de seed, ce qui compte énormément, c'est l'équipe. Mais on va y revenir rapidement. Ça, ce sont les aspects donc, que vous retrouvez dans l'aide d'intention. La gouvernance également, la gouvernance ici, c'est quoi? Est-ce que vous allez mettre un comité stratégique? Parce que les investisseurs, quand ils investissent, ils vous font confiance, évidemment, c'est le but. C'est un partenaire financier, c'est un partenaire sur du long terme. Mais quand même, ils veulent, pour les investisseurs, notamment pour des investisseurs plutôt institutionnels, avoir un regard et un droit de regard sur vous, la direction que vous avez et la gestion de votre société et notamment des décisions stratégiques qui doivent être soumises au préalable à l'accord d'un comité stratégique qu'on appelle le board aussi. Et donc, quelle est sa composition de ce board? Quelles sont aussi les décisions stratégiques qui doivent être soumises à ce board? Bah, c'est typiquement ce que vous allez voir et négocier dans le cadre de la lettre d'intention. Pour une lettre d'intention, une term sheet, peut-être pour un pré-seed, mettons de 100 000 euros ou 200 000 euros, peut-être que on va se dire, on ne prévoit pas de comité stratégique. Je suis intéressé d'avoir ton point de vue là-dessus, Marie, parce qu'on se dit, OK, de toute façon, il y aura très certainement un prochain tour de financement, et c'est là où ce tour de financement qui va venir sera plus structurant et prévoira là le comité stratégique avec du reporting, là où pour ce tour de pré-seed, vous, équipe fondatrice, concentrez-vous vraiment sur le focus et pas faire du reporting, mais plutôt créer de la valeur et délivrer pour essayer de trouver un product market fit plutôt que de faire du reporting investisseur. Euh, Vous voyez un peu l'idée. Donc, possible également de pas prévoir de communauté stratégique à un stade de financement assez jeune. Et vous voyez là toute la liste des décisions qu'on peut y mettre comme décisions qui doivent obtenir l'accord préalable du comité stratégique avant de la prendre, cette décision. Est-ce qu'il y a des investissements complémentaires, etc. Est-ce que, conditions de clôture, est-ce qu'il y a aussi une due diligence qui est faite? Et ça,
en parler. Donc voilà, tous ces éléments. Et donc pêle-mêle, on va en discuter un petit peu. En tout cas, ça permet d'imager toutes les clauses que vous retrouvez. Et évidemment, vous retrouvez ça. C'est-à-dire quel est le montant investi, quelle est la valorisation de la société pré-monnaie, et qui nous donne donc le prix par action qui en découle. Et donc, c'est le prix que vont payer vos investisseurs en investissant dans la société. En contrepartie, la société, du coup, émet ses actions nouvelles qui seront souscrites par ces investisseurs. Et c'est comme ça qu'ils rentrent au capital et qu'il y a la notion de dilution, etc. Notion de dilution qu'on peut voir ensuite, évidemment, ici sur la plateforme. Mais bref, voilà un peu en quoi consiste la lettre d'intention. Ce que vous y retrouvez assez rapidement, hein. Vous avez vu, hein, j'ai balayé ça en quelques secondes ou peut-être minutes. Mais bref, tout ça pour dire, il y a des clauses à discuter. Évidemment, on a parlé quand même pas mal des éléments financiers et ces aspects centraux qui sont, OK, combien tu vas lever de fonds? Il faut bien sûr ventiler entre non dilutif et dilutif. Sur la partie dilutive, ça nous donne quoi comme valorisation? Forcément, ça nous donne quoi aussi comme dilution? Comment négocier ça? On en a un peu parlé. Qu'est-ce qui va justifier le fait que ce soit telle valorisation ou une autre? Sur d'autres aspects, toi, notamment Marie avec Sharpstone, si on prend l'exemple du comité stratégique, vous avez- comment vous vous positionnez un peu sur certaines clauses comme celle-là, par exemple? Pour le comité stratégique, en vrai, je te rejoins tout à fait. C'est que je pense que c'est sur des stades précicides. On en voit très peu dans les term sheets qu'on voit passer. L'idée, c'est justement de laisser, comme tu l'as si bien dit, laisser les entrepreneurs se concentrer sur leur business. Reporting, je pense, à titre personnel, que c'est un exercice qui est structurant, qui peut prendre du temps, mais qui est structurant, qui vous permet vraiment de faire le bilan. Donc, un reporting, encore une fois, c'est quelque chose qu'on détermine aussi lors de cette term sheet, si c'est mensuel, c'est hebdomadaire, les types de métriques qu'on va aller chercher. Est-ce qu'on va parler notamment des métriques comme le cash burn? Voilà, il y a vraiment plusieurs métriques qu'on peut vous demander. Ça vous pousse à vous faire un bilan à chaque fois que vous devez le livrer à votre board. Mais tout ça, en fait, ça n'a pas lieu d'être pour moi en précide dans le sens où on peut en avoir des boards stratégiques, mais on est encore trop jeune. C'est plus vers la série A où ça va commencer un peu plus à se structurer. Après, avec plaisir pour avoir aussi ton avis là-dessus, Florence, que vous voyez un peu comme tendance, à quel moment on voit le board apparaître dans les term sheets. Mais l'idée qu'on a, et je pense que ça c'est un peu assez général sur les fonds en pré-seed, c'est qu'il faut faire vraiment une term sheet simple euh, à ces stades-là, parce que si on commence à la complexifier dès ce stade, ça va être très compliqué derrière, parce que justement, votre term sheet, ça va être aussi votre base de négociation pour les levées de fonds à venir. Et donc, si on commence à mettre beaucoup de clauses et qu'on complexifie ça, ça va être très compliqué pour la suite. Je ne sais pas ce que tu en penses, que vous voyez aussi vous de votre côté chez Seed Legal. On rejoint déjà, le constat qui est le sien, c'est-à-dire que pour des levées de fonds jeunes, précises et pas très structurantes, ou même avec quelques business angels, friends and family, etc., mais que ce soit des business angels ou des fonds d'investissement, là aussi, on peut avoir une différence. On peut avoir une différence parce que peut-être que les business angels voudront moins avoir un regard, en tout cas une maîtrise un peu sur la société et sa gestion, d'où la notion de board, là où peut-être des fonds d'investissement voudront plus mettre en place quelque chose de structurant. Mais ça peut être vrai dans certains cas, mais ça peut être faux dans d'autres. Typiquement, on prend l'exemple avec vous côté Sharpson. Nous prenons également Kima Ventures. Kima Ventures, eux, quand ils investissent en pré-seed ou en seed, ils ne veulent pas de board. Pourquoi? Parce qu'ils ont une stratégie d'investissement qui est d'investir dans énormément de sociétés avec des tickets qui sont généralement de 150 000 euros. Donc forcément, si ils étaient dans toutes les sociétés au board, en fait, ils n'auraient pas suffisamment de temps à gérer. Il faudrait qu'ils aient une équipe de 70 personnes, ce qui n'est pas du tout la logique. Donc ça, c'est aussi en lien sur qui sont les investisseurs avec qui vous avez parlé, comment eux, bah, vous voyez la manière dont ils sont structurés, comment ils ont l'habitude d'investir, et vous savez derrière les discussions, comment elles pourront être orientées. Mais il faut aussi faire une distinction entre le comité stratégique, donc le board, et les informations que vous pouvez donner et les droits d'information. En tout cas, vous pouvez engager à donner des informations, par exemple mensuellement ou trimestriellement à vos investisseurs. C'est deux choses différentes. Bien sûr, ça se rejoint sur la partie un peu politique et relations avec les investisseurs. Donc, c'est ce que tu disais, Marie. Typiquement, ce qui est important de faire, c'est le partage d'informations à vos investisseurs.
Donc, faire un reporting, quand bien même vous vous engagez ou vous ne vous engagez pas à le faire dans le cadre du pacte d'associés, c'est toujours bon, que ce soit mensuellement, soit trimestriellement, de donner des informations sur comment ça se passe euh, dans l'activité de la société, que ce soit les KPIs que vous suivez, de les partager avec vos investisseurs, que ce soit les bonnes nouvelles, mais aussi et surtout les mauvaises nouvelles, et là où vous avez besoin de l'aide de ces investisseurs. C'est la meilleure manière, un, de garder le lien, la proximité, donc une bonne gestion de la relation avec vos investisseurs, mais également de pouvoir utiliser ces investisseurs pour vous aider. Ce sont vos partenaires, certes financiers parce qu'ils ont investi, mais derrière, ce sont des partenaires qui ont du réseau et qui pourront vous aider sur certains éléments, que ce soit effectivement des mises en relation sur des aspects où vous avez des besoins, recrutement, technique ou autre, que ce soit sur également eux leur propre expertise sur tel ou tel domaine. Bref, donc ça, c'est hyper important de le prévoir, pas forcément dans l'aide d'intention, mais au moins de le prévoir de manière assez naturelle pour la relation avec les investisseurs. Ensuite, sur le board, effectivement, pour une levée de fonds en précide, généralement, vous vous concentrez sur, encore une fois, créer de la valeur et pas mettre un board formel. Vous pouvez l'avoir en fait de manière informelle, c'est-à-dire, OK, voilà, je vais peut-être organiser une réunion, un board meeting, mais c'est pas un engagement que vous prenez dans le cadre du pacte d'associés avec sa composition et ensuite une fréquence et aussi des décisions stratégiques qui doivent être obligatoirement portées à la connaissance et à la validation du board. Sinon, vous êtes en violation du pacte d'associés, parce que ça, c'est important. Ça, c'est en lien aussi avec des clauses. Quand vous violez des dispositions du pacte, potentiellement, éventuellement, ça pourrait être une condition de bad leaver. Donc, on revient là à la clause qui est celle de d'un cas de départ qui peut être forcé d'un des fondateurs, sur lesquels éventuellement, en cas de conflit avec les investisseurs, ça pourrait jouer. Bref, donc ça aussi, c'est des éléments à avoir en tête, d'où l'importance de faire quelque chose, effectivement, d'assez simple, d'assez standard. C'est le but, nous, côté Silegas, de le faciliter et de mettre des clauses standards, mais conformes à la pratique et que vous pouvez paramétrer, hein, vous l'avez vu sur Silegals, pour générer votre lettre d'intention et ensuite générer votre pacte d'associé. Donc, pré-seed, seed, généralement pas forcément de comité stratégique. Seed peut-être plus courant, notamment quand on a des levées de fonds un peu plus structurantes, avec des montants un peu plus élevés en termes de financement, et aussi avec des fonds d'investissement qui veulent quand même avoir un regard et avoir une certaine maîtrise sur la gouvernance de la société sur des éléments stratégiques. Pour les autres clauses dont on a parlé rapidement, évidemment, la clause, par exemple, assez standard qu'on va pouvoir observer d'un point de vue financier, cession d'actions, c'est la clause de préemption. Donc, la préemption, c'est quoi? C'est pour protéger le capital et faire en sorte que, mettons, un des associés veuille vendre à une personne qui est externe à la société. Eh ben, les personnes qui sont déjà dans le capital pourront, elles, préempter et dire non, non, tu ne vends pas à cette personne externe au capital à la société, tu vas me vendre à moi. Et ce qui permet de protéger aussi le capital et éviter qu'il y ait des cessions qui pourraient être qualifiées de sauvages comme ça. Et c'est tout le but du pacte d'associés. C'est d'engager, évidemment, de vous engager fondateur à des droits et des obligations. Mais pareil côté investisseur et de cadrer à la fois le capital, donc qui est dans ce capital, qu'est-ce que vous allez ensuite faire d'un point de vue stratégique qui pourra avoir un impact sur évidemment l'activité de la société et son développement, et donc de bien cadrer vos relations. Une autre clause aussi qui est importante à avoir en tête, peut-être c'est les clauses de liquidation préférentielle. Et ça, c'est en lien à ce que ce sont des actions, comme je disais, ordinaires ou de préférence. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que là, des investisseurs, et pareil, en fonction de la maturité et du tour de financement, la liquidation préférentielle, c'est quoi? C'est pouvoir protéger l'investisseur si demain, la valorisation de la société, ou en tout cas la société était vendue à un prix qui ne suffisait pas à rembourser l'investissement des investisseurs. Donc en gros, si dans le cadre de l'exit, c'est un exit qui est, entre guillemets, raté. Mais bon, déjà, c'est si la société va pas au tapis hein, et qu'on arrive à la vendre, donc on sait, voilà, c'est déjà, entre guillemets, pas si mal, mais quand même, pour les investisseurs, Marie le disait, c'est 1 fois 30 qu'on envisage de faire. Donc, si il y a une vente de la société qui suffit pas à rembourser l'investissement, bah, c'est une vente à la casse et c'est un échec. Mais même si c'est une vente de la société qui permet de faire un multiple bon, de fois 1,5, et ben pareil, c'est un échec. C'est pas ce que veulent les investisseurs quand ils investissent dans vos sociétés. Ils veulent des multiples conséquents. Pourquoi? Bah parce que le risque qui est pris est
ultra important. L'actif le plus risqué, quand on a une notion financière et qu'on regarde un peu les différents actifs sur lesquels on pourrait jouer en tant que financier ou investisseur, bah, celui qui est un des plus risqués, en tout cas le plus risqué presque, ce sont les startups. Ce sont les startups parce que la possibilité de réussite est de multiple donc sur un retour sur investissement, il est statistiquement très faible. Et inversement, s'il y en a qui réussissent, bah, proportionnel à ce risque, le retour sur investissement est élevé. Tout ça pour dire, les investisseurs, et revenir justement à la lettre d'intention, veulent protéger un minimum leur investissement et la liquidation préférentielle en fait partie. Là-dessus, la liquidation préférentielle, bah, ça veut dire quoi? Ça veut dire que on va prévoir justement la clause dans la lettre d'intention, en tout cas on va en discuter, est-ce qu'elle sera présente ou non. Pour des sociétés early stage au début, généralement non. Généralement, pour du pré-seed, on ne prévoit pas, sauf si vraiment un investisseur souhaite mettre ça en place, ce qui est aussi complètement entendable d'un point de vue investisseur compte tenu de ce que je viens de dire. Mais après, c'est de la négociation. Est-ce que ça arrivera plutôt pour un tour structurant en seed? Très probable. Est-ce que c'est plutôt en série A? Là, c'est quasiment sûr que des investisseurs en série A vont vous prévoir, en tout cas, vont prévoir et négocier et demander est-ce qu'il y a une liquidation préférentielle. C'est très, très courant à ce moment-là. Bref. Donc, tout ça, c'est aussi à géométrie variable en fonction, vous l'avez compris, du profil de l'investisseur en face avec qui vous discutez, du stade de maturité de votre projet. Et donc, au début, si on revient sur du early stage pré-seed, seed, de faire quelque chose de standard, de bien cadrer et de vous, de bien comprendre aussi les clauses que vous retrouvez dans l'aide d'intention, c'est fondamental. Et fondamental, donc, de bien être accompagné là-dessus et donc de discuter avec des investisseurs comme c'est le cas avec Marie Chapstone sur ça, sur cette bienveillance, bah, très bien. Et pareil, nous, côté Siligas, vous accompagner pour que vous compreniez tous ces éléments et que vous permettez de générer vos documents. Bah, on est là pour ça. J'ai beaucoup parlé là, mais Marie, si tu veux ajouter des éléments sur ce que je viens de dire, je t'en prie. Après, je vous propose de passer aux questions et n'hésitez pas à nous bombarder de toutes vos questions pour qu'on y réponde. Oui, je vais rebondir juste sur ce que tu avais dit un peu avant. Effectivement, euh, vu qu'on est je parle vraiment sur la partie pré-seed. Effectivement, on est sur vraiment un contrat plus standard, peut-être un peu plus léger que pour une term sheet que ce qu'on peut retrouver après sur les stades, notamment sur la Serie A. Mais l'idée, justement, c'est de trouver des gens qui sont en capacité de vous accompagner. Vous n'allez pas chercher seulement de l'argent, vous allez chercher aussi des personnes qui peuvent vous apporter plus. C'est ce qu'on appelle dans le jargon la smart money. Mais c'est exactement ça. C'est l'idée que bah, vous allez voir un business angel qui va vous permettre d'accéder à un ticket de 50, 100 000 euros. C'est qu'est-ce qu'il peut vous apporter en plus? Est-ce que ça va être un réseau? Est-ce que ça va être une capacité d'exécuter dans le sens où voilà, c'est un ancien entrepreneur qui a un peu roulé sa bosse et qui connaît les défis que vous allez rencontrer par la suite. C'est hyper intéressant de l'avoir avec vous. Donc, vous allez pas seulement prendre son argent, mais vous allez aussi prendre son expérience qui pourra vous apporter. Donc ça, c'était pour revenir là-dessus, c'est de se dire voilà, sur les premiers tours, notamment pour une levée de fonds, aller chercher vraiment des gens qui vont vous apporter quelque chose de plus que de l'argent. C'est hyper important parce que vous êtes encore une petite équipe qui est en structuration et c'est dommage d'aller chercher des montants peut-être très importants, mais avec des gens derrière qui vont rien vous donner. Et effectivement, le board, il n'est pas écrit. S'oblige pas à faire un reporting ou à faire une réunion mensuelle, voire trimestrielle, mais l'idée, c'est vraiment de bien informer vos investisseurs. Euh, Parce que pour le coup, ça peut créer des frictions si un investisseur apprend après coup que vous êtes face à un gros défi et que ça peut avoir des conséquences assez importantes sur la vie de votre startup. Donc, vraiment prévenir en amont, comme ça, il y a un réel suivi et ça évite toute friction par la suite, qui serait quand même assez dommage. Donc, là, vraiment, c'était sur la partie levée de fonds. Et si je peux donner des conseils généraux, c'est effectivement, soyez accompagnés. Voilà, je pense que un- l'expertise d'un start-upper, c'est assez important. Mais ce que je veux dire, c'est que vous ne pouvez pas être expert de tous les sujets. Il y a un moment, il faut choisir aussi votre bataille. Vous avez une start-up à faire fonctionner qui va vous demander déjà beaucoup de temps. Et donc, si vous pouvez être accompagné par des experts sur ces sujets-là, faites-le.
Euh, et enfin, sur la partie financement, c'est vraiment regarder sur la partie non dilutif, comment on allie, je reviens dessus un peu, mais comment on allie non dilutif et equity, justement pour minimiser peut-être le montant de votre levée de fonds et pour accéder à la prochaine étape sans passer par une dilution trop importante. Je vous ai fait passer aussi le petit lien, parenthèse promotionnelle, pour prendre rendez-vous avec des experts légaux en lien avec l'accompagnement dont tu parles, Marie. Effectivement, c'est hyper important. Et l'idée, c'est pas de se transformer ni en investisseur, ni en avocat, ni vous êtes entrepreneur. Donc, vous avez, vous, une obligation, par contre, d'être omniscient quelque part, mais d'être pas expert sur tous ces sujets, mais évidemment de les comprendre, de les Mm. connaître et d'être armé pour pouvoir prendre du mieux possible les bonnes décisions. Les erreurs, bien sûr que vous allez en faire, on en fait tous, tout le monde en fait, évidemment, mais ça fait partie aussi du jeu entrepreneurial. Euh, pour effectivement les questions maintenant que vous avez à nous poser, bah, n'hésitez pas. Guillaume, par exemple, nous pose la question de quand on est une société à mission, est-ce un frein ou cela impacte-t-il la lettre d'intention? Donc, c'est aussi un très bon point déjà. Même avant de parler de la lettre d'intention, si on est une société à mission, aujourd'hui, en tout cas, on voit une tendance côté investissement, mais c'est là où je vais te passer aussi la parole, Marie. Beaucoup de projets sont à impact et en tout cas ont également des préférences côté investisseur en termes de secteur d'activité. Euh, J'en nommerai deux, c'est la partie intelligence artificielle et la partie aussi impact. Mais ce qui va aussi avec ces secteurs d'activité qui ont un peu la tendance ou la mode, ça va de pair avec, il y a beaucoup de projets qui veulent jouer là-dessus, là où ils n'en sont pas forcément. C'est-à-dire, c'est un peu des scams, si on veut, que ce soit sur la partie intelligence artificielle ou même impact. Donc, évidemment, si on est une société à mission avec un objet social étendu, où on a peut-être aussi obtenu la certification B Corp, on a peut-être aussi le label ESS ou ESUS, c'est des notions que je connais bien parce que j'avais travaillé à La Roche-Kili, qui a bénéficié justement du statut ESUS et qui avait aussi la certification B Corp. Euh, et donc, voilà, sur ce point, je pense que c'est un argument, en tout cas, à faire valoir. Et notamment, il y a pas mal de fonds d'investissement qui aiment ce type de projet. Mais là, je te laisse compléter, Marie, et après, je reviens sur la lettre d'intention. Ah, effectivement, l'impact, c'est un secteur qui est plus qu'émergent aujourd'hui. Euh, En fait, il y a de plus en plus de fonds et même, en fait, si je dois donner la logique plus globale, même les fonds eux-mêmes commencent à avoir des pressions dessus de leurs LPs pour justement intégrer toutes ces notions d'impact et investir plus dans ce sens-là. Donc, c'est des sujets qui plaisent. Après, voilà, encore une fois, il faut bien différencier qu'est-ce que l'impact. C'est une définition qui est très compliquée aujourd'hui à donner et je pense que personne n'est capable de définir correctement ce que est l'impact et qu'est-ce que ça engage aussi de la part d'une startup, mais aussi des investisseurs qui se lancent sur ces secteurs-là. Mais voilà, je pense que beaucoup de startups sont impact. Faut distinguer, est-ce que vous êtes à impact ou est-ce que vous êtes à mission, mais est-ce qu'il y a de la tech derrière? Est-ce que ça peut intéresser d'autres fonds ou non? Mais en tout cas, non, je pense, en tout cas pour ma part, j'en ai vu quelques-unes et c'est pas un frein, au contraire, c'est plus quelque chose qu'on regarde de plus en plus. Et sur la partie lettre d'intention, est-ce que ça a effectivement un impact, sans mauvais jeu de mots? Effectivement, ça dépend. Si c'est une société à mission, en fait, c'est l'objet social qui est étendu. Et du coup, qu'est-ce que ça implique dans les statuts de la société en termes d'engagement que vous prenez? Est-ce que ça veut dire que vous mettez aussi un comité, mais qui est un comité qui permet d'avoir différentes parties prenantes, qui sont les parties prenantes qui entourent vous, votre activité? Ben, effectivement, vous pouvez le mentionner dans la lettre d'intention, mais ça a un impact qui est moindre, enfin, en tout cas sur la partie financière, qui impacte surtout sur vous, votre partie en termes de gestion de la société, mais sachant que c'est souvent un comité qui est consultatif et qui n'a pas vocation à être un comité décisionnaire dans le cadre de l'activité de la société. Inversement, si, enfin, en tout cas, en complément, si vous prenez l'exemple de ESUS, ben, là, il y a des engagements, par exemple, en termes de réinvestissement de bénéfices que vous pouvez générer. Donc, forcément, peut-être, quelque chose, c'est des éléments à mettre à la connaissance des investisseurs qui connaîtraient peut-être pas les engagements, en tout cas les obligations
impliquerait le fait d'être labellisé ESUS et des engagements qui en découlent. Pareil côté Bicorp, notamment sur la partie notion, enfin des parties prenantes et de ce comité consultatif. Il y a tout un tas d'éléments. Effectivement, dans le cadre de la lettre d'intention, c'est bien de le préciser si vous les avez déjà en place ou si vous envisagez de les obtenir, peut-être plus tard. Mais sinon, les impacts ne seraient pas si conséquents et participeraient donc plutôt à dire, OK, comment vous vous qualifiez de société à impact? Parce que vous êtes une société à mission. Qu'est-ce qui en découle en termes d'activité? Est-ce que vraiment ça a tel impact dans la partie environnement, dans la partie sociale, dans la partie technologique, je ne sais pas. Bref, voilà les éléments. Et pour répondre à ta question, Guillaume, en tout cas, j'espère que c'est des éléments qui sont intéressants pour toi. Est-ce que vous avez d'autres questions? Donc, il y avait une question qui était celle aussi de John, intéressant sur la partie Mm. dilutive et non dilutive. Je- Tant mieux, on est content. Et effectivement, c'est où trouver des informations là-dessus. Si tu as un lien à faire passer, mais il y a, à mon avis, pas mal d'éléments à trouver sur votre blog peut-être ou, C'est ça. Je vais mettre le lien de Charstone et puis sinon, vous pouvez me contacter directement. Parfait. Bah voilà, vous avez le contact aussi éventuellement de Marie que vous pouvez solliciter, bien sûr, et retrouver des informations sur la partie dilutive, non dilutive sur le site de Sharpstone. Également BPI qui fait pas mal d'articles, ils ont pas mal de contenu intéressant. Est-ce que vous avez d'autres questions, que ce soit pour vous, sur ce dont on a parlé, des clauses peut-être spécifiques qu'on n'a pas abordées, que j'ai screené rapidement en vous montrant un peu ce que vous retrouvez sur Sealegals. Comme vous le savez, hein, vous pouvez créer votre term sheet, la paramétrer vraiment avec tous les paramètres qui permettent d'aller dans un degré de finesse assez important euh, et aussi de bien avoir en tête les principaux termes qu'on observe parce qu'on en voit passer tous les jours. On a énormément de données sur Sealegals, ce qui permet d'orienter aussi, de connaître les tendances. D'où un peu les questions que tu me disais, Marie. Je suis intéressé de Mm. voir vous ce que vous en pensez côté Sealegals, exactement. Donc, sur tout ça, n'hésitez pas en tout cas à nous solliciter. Vous avez le lien à la fois et le mail là, de Marie dans le chat. Pareil, j'ai mis aussi le lien si vous voulez discuter avec nos experts. Est-ce que tu aurais peut-être des petits conseils à donner sur le mot de la fin, Marie, pour les personnes qui nous ont suivis ce matin? Je pense que le mot de la fin que j'ai envie de donner, mais je vais me répéter un peu, mais c'est vraiment, encore une fois, concentrez-vous sur votre cœur de métier qui est votre startup, votre business et tout ce qui est, on va dire, à côté. Faites-vous accompagner. C'est hyper important. En fait, je pense que c'est un peu le mot de la fin que je donnerais, mais c'est pas l'argent le plus important pour une startup, c'est son temps. L'argent, vous en trouverez toujours. Le temps, ça sera beaucoup plus compliqué. Donc, si vous pouvez vous faire gagner du temps en vous faisant accompagner par des experts, que ce soit par Seed Legal, que ce soit par des cabinets comme le nôtre sur la partie non dilutif et optimisation financière, faites-le. C'est vraiment, je pense que vous allez moins courir après l'argent, mais plus après le temps. Merci pour ce conseil à garder en tête, Marie. Il y avait une dernière question et j'en terminerai là de mon côté sur quelle est la clause mortelle à éviter dans une lettre d'intention. Alors, la clause mortelle à éviter, si peut-être j'en donnerais une, c'est une clause de sortie obligatoire, ce qui vous obligerait à vendre la société dans un certain délai, mais si ce délai est court et si ça vous oblige vraiment à vendre la société. Donc, c'est une réponse un peu de juriste, évidemment, mais ça vous engage à quoi? Ça veut dire que les investisseurs vous forcent un peu la main sur vous devez vendre la société absolument pour que eux puissent monétiser l'investissement qu'ils ont réalisé. Et si ils mettent une clause comme celle-ci à moins de, je sais pas, de 3 ans ou 4 ans, là, on est sur quelque chose qui est quand même pas très cohérent par rapport aux pratiques et ce qu'on observe surtout en early stage. Donc ça, c'est une clause aussi à avoir en tête. Et à négocier pour qu'elle ne soit pas là, ou au moins dans les modalités, qu'elle soit quand même plus acceptable que ce que je viens de dire. Il y a pas mal de clauses aussi à avoir en tête hein, sur ces éléments qui est bon de maîtriser, mais c'est là où hein, on espère au moins sur le petit screening que vous ayez des éléments à approfondir. Vous avez aussi des articles, évidemment, sur le blog de Seed Legals où on va balayer tout ça, où il y a plein de vidéos également qu'on peut faire comme celle de ce matin. Merci en tout cas d'avoir participé à ce webinaire. On espère que ça vous a plu. On espère aussi que ça vous sera utile. N'hésitez pas à nous contacter, que ce soit Marie
ou l'équipe Sealegals. Merci encore Marie, merci à Sharpstone d'avoir participé à ce webinaire et on se dit à très bientôt alors. Merci Florent pour l'invitation et merci à tous d'avoir participé et avec plaisir pour continuer à discuter avec vous. Bonne journée tout le monde. Bonne Salut. journée, au revoir.